Je m'appelle Rebecca Aaron. La plupart des gens m'appellent Becca. Avant, je pensais que le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'était d'être quitté. Pas abandonné comme dans un film dramatique, mais effacé discrètement, rayé de la vie que l'on croyait être la sienne, tandis que les autres continuent d'avancer comme si on n'avait jamais compté. Ce mardi après-midi-là, je suis rentrée plus tôt du travail, car j'avais l'estomac noué depuis des heures. Ce genre de malaise qui vous donne la chair de poule. Je n'ai pas frappé en arrivant à la porte de ma chambre. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma maison, mon lit, mon mariage. J'ai tourné la poignée et poussé. Ryan était là, torse nu, emmêlé dans les draps que j'avais lavés 2 jours plus tôt. Anna, ma meilleure amie depuis notre 2e année d'université, était en dessous de lui, ses cheveux étalés sur mon oreiller, riant de ce rire doux et intime qu'elle réservait aux confidences nocturnes autour d'un verre de vin sur mon canapé. Ils n'ont pas sursauté. Ils n'ont pas poussé de cris. Anna a levé les yeux la première, et l'expression qui a traversé son visage n'était pas la honte. C'était une irritation comme si j'avais interrompu un rendez-vous. Ryan expira par le nez, le son d'un homme prit la main dans le sac, mais pas particulièrement surpris. « Becca, dit-il, calmement, comme si nous discutions des projets pour le dîner. On devrait en parler comme des adultes. » Je restais plantée dans l'embrasure de la porte, serrant mon sac à main comme une ancre, sentant le monde basculer. La pièce embaumait la bougie à la vanille d'Anna, l'après-rasage de Ryan et une odeur plus âcre. Une trahison si fraîche qu'elle n'avait pas encore eu le temps de laisser des traces. Je ne criais pas. Je ne jetais rien. Je me retournai, entrai dans le salon, pris un sac de sport dans le placard de l'entrée et me mis à plier des vêtements avec une précision mécanique. Chaussettes, jeans, le pull que ma mère m'avait offert à Noël avant sa mort. Ryan me suivit, enfilant toujours un t-shirt, parlant toujours de cette voix posée qu'il employait quand il me croyait sous le coup de l'émotion. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il. C'était exactement ce que tu croyais. Anna apparut sur le seuil une minute plus tard, enveloppée dans mon peignoir, celui avec une minuscule tache de café sur la manche, souvenir du matin où je lui avais confié que Ryan et moi nous éloignions l'un de l'autre. Elle me regarda avec une pointe de pitié. « On ne voulait pas que tu la prennes comme ça, » dit-elle. « Mais franchement, Becca, tu devais bien te douter que quelque chose clochait. » Cette supposition me frappa comme une gifle. Non seulement qu'elle avait couché avec mon mari. Non seulement qu'elle l'avait fait dans mon lit, mais en plus, elle pensait que j'aurais dû m'en douter et que, d'une certaine manière, ça justifiait tout. Je fermai mon sac. Je partis sans un mot de plus. Je conduisis jusqu'à un parking à 5 kilomètres de là, coupai le moteur et restai assise là, jusqu'à ce que les sanglots me coupent le souffle. Puis j'appelai ma cousine Sarah et lui demandai si je pouvais dormir sur son canapé quelques jours. C'était il y a 5 mois. En 5 mois, j'ai perdu mon mariage, mon travail, notre maison, la plupart de nos amis, et cette version de moi-même qui croyait que la loyauté était une armure. Le divorce a été rapide et brutal. L'avocat de Ryan m'a dépeinte comme instable. Le juge, Arlon Whittaker, a approuvé toutes les requêtes sans hésiter. Je suis reparti avec mes vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres et de quoi payer à peine 3 mois de loyer, en faisant attention à mes dépenses. Des amis m'ont proposé de m'héberger une semaine ou 2, puis se sont souvenus de leurs engagements antérieurs, de leurs obligations familiales et de leurs limites personnelles. La sympathie a ses limites, surtout lorsqu'elle commence à gêner les autres. Finalement, j'ai trouvé le Pinview, un hôtel situé près de LI 40, juste à la sortie de Raleigh. Tarif à la semaine, sans poser de questions. La réceptionniste, Marlène, m'a tendu la clé de la chambre neuve avec la même froideur qu'elle réservait sans doute à tous ceux qui payaient en espèces et avaient l'air de fuir quelque chose. La chambre sentait la vieille fumée et le nettoyant au citron, un combat perdu d'avance. Le lit s'affaissait au milieu. La moquette, marron sur marron, masquait les taches. J'ai posé mon sac par terre, me suis assise sur le bord du matelas et j'ai fixé le mur jusqu'à ce que la lumière extérieure prenne une teinte de thé clair. J'ai mangé des nouilles instantanées dans un gobelet en polystyrène. J'ai postulé à des emplois qui ne m'ont jamais rappelé. J'évitais les miroirs car la femme qui s'y reflétait avait des yeux reconnaissables, creux, scrutateurs, comme quelqu'un qui attendait le prochain coup. Cette première nuit, j'ai pleuré jusqu'à avoir mal à la gorge, puis je me suis arrêtée car pleurer me donnait l'impression de leur offrir une chose de plus à prendre. Je me suis dit que ce n'était que passager.
Je me suis dit que j'étais toujours la même personne qui riait trop fort au mauvais jeu de mots, qui planifiait des Thanksgiving tranquilles avec ma mère et ma tante Chloé, qui croyait que si l'on travaillait dur et que l'on aimait sincèrement, le monde nous le rendrait bien. Je me trompais sur ce dernier point, mais je ne l'ai réalisé que 3 semaines plus tard, lorsque j'ai laissé tomber mon chargeur de téléphone sous le lit et que j'ai fouillé dans cet espace poussiéreux pour le récupérer. Mes doigts ont effleuré quelque chose en cuir massif, ancien, au coin en laiton terni. Je l'ai sorti. Une vieille valise, marron cabossée, une étiquette à bagages nouée avec de la ficelle, écrite d'une écriture précise et familière que je n'avais pas vue depuis des mois. Rebecca Marie Arlon. L'écriture de ma tante Chloé. Ma tante Chloé, décédée 8 mois plus tôt dans sa petite maison près d'Asheville. Celle que tout le monde qualifiait d'excentrique. Celle qui avait passé sa dernière année entourée de classeurs et de coupures de presse annonçant des choses auxquelles personne ne croyait. Celle que je n'avais pas assez vue, trop occupée à jouer les bonnes épouses, les employés fiables, les amis fidèles. Assise par terre, la valise serrée contre moi, le cœur battant la chamade, je me demandais comment elle était arrivée là. Je la retournai. Du ruban adhésif était collé au fond. Dans une petite pochette en plastique, une clé. Je la glissai dans la serrure. Les loquets s'ouvrirent. À l'intérieur, des liasses de billets, maintenus par des élastiques. Un billet de bus aller simple pour Asheville, valable 4 jours. Et une simple feuille de papier jaune, pliée en 2. Je la dépliai d'une main tremblante. L'écriture de ma tante remplissait la page. Becca, ça suffit pour aller à Asheville. La vraie fortune t'attend à l'adresse ci-dessous. Ne fais pas confiance à Ryan. Ne fais pas confiance à Anna. Il planifie ça depuis avant le mariage. La mort de ta mère n'était pas un accident. Finis ce qu'elle a commencé avant qu'il ne la fasse taire. La vérité est lourde, mais tu es plus forte qu'ils ne l'ont jamais cru. Je l'ai relu, puis une 3e fois. La pièce semblait se rétrécir autour de moi. Le bourdonnement du climatiseur paraissait très lointain. J'ai regardé l'argent, le billet, le mot. Et pour la première fois depuis des mois, quelque chose a changé en moi. Pas de la colère à proprement parler, mais quelque chose de plus froid, de plus clair, une reconnaissance. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la vie que j'avais perdue ne m'avait pas été volée par hasard. Elle avait été démantelée pièce par pièce, méticuleusement, par des gens que j'aimais, par des gens en qui j'avais confiance. Et ma tante, celle que tout le monde ignorait, m'avait laissé la preuve. Je suis restée assise sur la fine moquette de la chambre 9 pendant ce qui m'a semblé des heures. La valise s'est ouverte à côté de moi comme une accusation. L'argent était bien réel, des billets de $100 tout neufs, serrés les uns contre les autres, avec une légère odeur de cèdre et de thym. Le billet de bus était imprimé sur du papier fin. Départ de la gare routière Greyhound de Raleigh dans 4 jours. Le mot est resté dans ma main, plié et déplié jusqu'à ce que les plis s'estompent. Ma tante Chloé avait toujours été l'exception de la famille, celle qui apportait des livres sur les théories du complot à Thanksgiving, celle qui parlait à voix basse et pressante de la cupidité des entreprises et des manœuvres occultes. Nous avions tous appris à sourire poliment, à changer de sujet, à la laisser divaguer. Quand elle est morte, seule dans sa petite maison près d'Asheville, entourée de cartons que personne n'avait pris la peine d'ouvrir, j'ai ressenti une vague culpabilité, mais rien de plus aigu. J'ai envoyé des fleurs. Je n'ai pas fouillé dans ses affaires. Je me suis dit qu'elle aurait voulu qu'on lui laisse son intimité, même après sa mort. Et maintenant, la valise était là, dans une chambre de motel que j'avais choisie parce qu'elle était bon marché et anonyme. Quelqu'un, Chloé, avait su d'une manière ou d'une autre que je finirais ici, ou avait tout arrangé. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongée sur le lit affaissé, les yeux rivés sur le plafond taché d'humidité, je repassais en boucle tous les avertissements discrets qu'elle m'avait donnés. À ma fête de fiançailles avec Ryan, elle m'a prise à part près de la table des desserts, sa main posée sur mon bras, calme et assurée. « Becca », m'a-t-elle dit à voix basse, « regarde comment il regarde Anna quand tu ne regardes pas. Regarde comment elle le regarde en retour. » J'ai ri. « Et Evé, tu vois des ombres partout. » Elle m'a serré le poignet une fois, puis m'a lâché. Les ombres, c'est juste de la lumière bloquée par quelque chose de solide. Je suis partie en pensant qu'elle était jalouse de mon bonheur. Maintenant, allongée dans le noir, je me demandais si elle avait essayé de me sauver. Le lendemain matin, j'ai appelé la réception. Marlène a répondu à la 2e sonnerie. « Chambre 9, ai-je dit.
Quelqu'un a-t-il déposé quelque chose pour moi? Une valise, peut-être. Un silence. Le bruit de son chewing-gum. Ma chérie, les gens oublient des choses tout le temps, mais rien n'a ton nom dessus tant que tu ne l'as pas récupéré toi-même. Ça va. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Pas de réponse, seulement plus de questions. J'ai passé la journée à tourner en rond sur le parking du motel, téléphone à la main, hésitant à jeter la valise et à faire comme si je ne l'avais jamais vue. Une partie de moi voulait disparaître, prendre l'argent, acheter un billet pour une destination ensoleillée, recommencer ma vie à zéro, comme si je n'avais jamais entendu parler de Ryan ni d'Anna. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore du rire de ma mère, de la façon dont elle me serrait dans ses bras après une longue journée et me disait « On a trouvé une solution ensemble ». Je ne voulais pas m'enfuir. Ma mère, disparue il y a 5 ans, une nuit pluvieuse sur une route de campagne près de Raleigh. Sa voiture a fini sa course contre un arbre qu'elle avait croisé des milliers de fois. La police a conclu « Excès de vitesse, peut-être fatigue ». Affaire classée. Chloé était restée près de la tombe, les yeux secs, la voix tremblante. Ce n'était pas un accident, Becca. Elle était passée près de quelque chose d'important. Ils ont fait en sorte qu'elle ne puisse pas parler. Je l'avais serrée dans mes bras, je lui avais dit que le chagrin pouvait faire des choses étranges. Je voulais croire la version officielle, car croire autre chose signifiait que le monde était plus cruel que je ne pouvais le supporter. Or, le mot disait le contraire. J'ouvre mon ordinateur portable, batterie à 14%, et je fais une recherche sur l'ancienne entreprise de ma mère, Pinacle Biosciences, une PME de biotechnologie, essais cliniques, communiqués de presse sur des traitements révolutionnaires. Rien de concluant. Je tape ensuite « Fraude Pinacle ». Quelques messages sur des forums, des rumeurs de lanceurs d'alerte, rien de concret. Puis je tape « Chloé Arla Asheville ». Un vieil article de presse locale, datant de 8 mois. Une femme recluse retrouvée morte chez elle. Aucune piste criminelle. Aucune mention des classeurs. Aucune mention de quoi que ce soit. Je referme l'ordinateur. J'ai une sensation d'oppression dans la poitrine, comme si une corde m'étranglait. Le soir même, je mets l'argent dans une pochette étanche achetée au magasin à $1 du coin. Je garde le mot dans mon portefeuille, plié en 2. Je fixe le billet de bus. Asheville est à 4 heures de route. J'aurais pu prendre la voiture, aller voir la maison moi-même, vérifier si l'adresse existait vraiment, si tout cela était réel, ou si le chagrin et la trahison avaient fini par briser quelque chose en moi. Mais la peur me paralysait. Et si je ne trouvais rien? Et si je trouvais pire? Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un flou total. J'ai enchaîné les petits boulots, publié des photos de cupcakes sur les réseaux sociaux pour une boulangerie du coin, légendé des photos comme si ma vie n'avait pas basculé. L'argent arrivait au compte-gouttes. De quoi tenir une semaine de plus au Pinview. Certains matins, Marlène laissait un sachet de café supplémentaire devant ma porte. Elle n'a jamais expliqué pourquoi. La 3e nuit, j'ai rêvé de ma mère. Elle conduisait, la pluie ruisselant sur le pare-brise. Elle m'a regardé dans le rétroviseur et m'a dit « Calme comme une image. Ne les laisse pas réécrire l'histoire, Becca. C'est toi qui la raconte maintenant. » Je me suis réveillée en sursaut, le souffle coupé, la peau glacée par la sueur. L'horloge sur la table de chevet affichait 3h17. Je me suis redressée, j'ai pris le mot, je l'ai relu à la faible lumière de mon téléphone, j'ai terminé ce qu'elle avait commencé. Le lendemain matin, j'ai appelé une agence de location de voitures près de la gare routière. Une voiture compacte, aller simple pour Asheville. J'ai payé en espèces, avec des billets de 100 tout neufs qui ont fait hausser un sourcil au réceptionniste, mais il n'a rien dit. J'ai quitté la Pinède à l'aube. Marlène était au comptoir, sirotant une boisson chaude. « Tu pars ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Elle a hoché la tête. « Prends soin de toi, Anne. Et si jamais tu as besoin d'une chambre, eh bien, la porte est ouverte. » J'ai pris la route vers l'ouest. L'autoroute se déroulait sous un ciel gris. Des montagnes se dressaient au loin, douces et bleues. Mes mains tremblaient sur le volant tout le long du trajet. Je ne savais pas ce que je trouverais à Asheville. Je savais seulement que j'en avais assez d'attendre le prochain coup dur. J'allais l'affronter de front. Le trajet jusqu'à Asheville a duré 4 heures et quelques. J'ai gardé la radio éteinte. Le silence me semblait plus rassurant que la musique,
qui aurait pu me rappeler quoi que ce soit que nous ayons partagé. Ryan, Anna, ma mère, même Chloé. La route serpentait entre pins et chênes, les montagnes se dressant lentement et régulièrement à l'horizon, comme si elles nous attendaient. Tous les quelques kilomètres, je jetais un coup d'œil au siège passager où reposait la valise, fermée, lourde de bien plus que de l'argent. Je me suis arrêté une fois sur une aire de repos près de Hickory. L'air y était plus froid, plus vif. J'ai acheté un café à une machine qui crachait du liquide brûlant et je suis allé jusqu'au bord du parking, le regard dans le vide. Mon reflet dans la vitre de la voiture paraissait plus vieux que mes 34 ans. Des rides autour des yeux dont je ne me souvenais pas l'avoir eu. J'ai pressé ma paume contre la vitre jusqu'à ce que la chaleur la fasse embuer, puis je l'ai essuyée. Inutile de me cacher plus longtemps. La maison de tante Chloé se trouvait au bout d'un chemin de gravier, dans un coin tranquille de la ville, niché à flanc de crête. Le genre de quartier où les maisons sont si éloignées les unes des autres qu'on a l'impression que le monde est plus petit. L'allée était fissurée, envahie par les mauvaises herbes comme si elle s'y était installée depuis des années. La boîte aux lettres penchait, rouillée et bloquée. J'ai garé la voiture de location, coupé le moteur et me suis assis là, à écouter le cliquetis du métal qui refroidissait. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. J'ai tout de suite remarqué que la poignée tournait sans résistance, comme si quelqu'un m'attendait. À l'intérieur, une odeur de poussière et de vieux papier flottait, le silence particulier d'une maison inhabitée depuis des mois. Des livres empilés partout. Des classeurs là où la plupart des gens auraient mis un canapé. Une simple tasse à café sur le comptoir de la cuisine. Une bague tachée, comme si elle l'avait posée un matin et n'était jamais revenue. Je n'ai pas visité la maison. Le mot ne m'y avait pas conduit. Il indiquait l'adresse. La véritable fortune m'attendait, mais le mot disait aussi de terminer ce que ma mère avait commencé. Alors j'ai traversé l'étroit couloir jusqu'à la porte de derrière, j'ai mis le pied sur le porche à moitié envahi par le lierre et j'ai regardé le jardin. Le cabanon se dressait dans le coin, petit et délabré, son cadenas plus récent scintillant dans la faible lumière de l'après-midi. J'ai traversé l'herbe haute et dense, mes chaussures s'imbibant presque instantanément. La clé marquée « Abri de jardin » s'ouvrait parfaitement. La porte s'est ouverte sur ses gonds huilés. À l'intérieur, des classeurs tapissaient un mur, chaque tiroir étiqueté par année, remontant jusqu'à plusieurs décennies. Des boîtes étaient empilées soigneusement, dates et noms écrits de la main de Chloé. Une bâche, dans un coin, attendait des pots de peinture qui semblaient avoir été placés là intentionnellement. Je les ai déplacés un à un, le cœur battant la chamade. Sous la bâche, encastrée dans le sol en béton, une trappe avec une poignée encastrée et une autre serrure, la 4e clé. Elle tourna sans effort. Une échelle descendait dans une obscurité fraîche et sèche. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone et je suis descendu. L'espace en dessous faisait environ 4,5 mètres carrés et 2 mètres de haut. Des bandes LED se sont allumées lorsque j'ai atteint le bas. Des détecteurs de mouvement. Un petit déshumidificateur dans un coin bourdonnait. D'autres armoires, une table, un vieux lecteur de cassettes, des documents sous pochette plastique, des photos punaisées sur un tableau en liège comme des pièces à conviction dans une affaire non résolue. J'ai commencé par les photos, car c'étaient les plus proches. La première m'a coupé le souffle. Ma mère, plus jeune, souriante, debout entre Ryan et Anna, à ce qui semblait être une conférence. Des badges nominatifs. Tenue décontractée chic. Une banderole en arrière-plan, le sommet annuel de recherche de Pinacle Biosciences. La date était tamponnée en bas. 8 ans plus tôt, 2 ans avant que Ryan ne fasse soi-disant irruption dans ma vie lors de ce dîner chez des amis communs. J'ai posé la photo avec précaution, comme si elle risquait de me brûler. Une autre photo. Ma mère, seule dans un bureau, tenant une pile d'impressions. Son expression était sérieuse, concentrée. Un post-it était collé dessus. C. Arlon a signalé des irrégularités lors de l'essai. A refusé de signer une prolongation de l'accord de confidentialité. Je me suis approché de la table. Le lecteur de cassettes était là. Une pile de cassettes à côté. Celle du dessus, étiquetée, était dans la main de Chloé, R. Arlon et V. Wilson. Avril, il y a 5 ans. Discussion sur le statut de C. Arlon. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai inséré la cassette. J'ai appuyé sur lecture. Des grésillements. Puis la voix de Ryan. Calme. Professionnel.
Le même ton qu'il employait lorsqu'il me racontait sa journée. Elle pose encore des questions. Pas à moi, mais en catimini. J'ai entendu dire par un analyste junior que Catherine avait récupéré d'anciennes données d'essais cliniques. Une deuxième voix, plus âgée et autoritaire, celle de Victor Wilson, j'ai compris plus tard, le PDG de Pinacle. On ne peut pas se permettre une autre fuite. Les approbations sont imminentes. Des milliards sont en jeu. Peux-tu la faire taire par l'intermédiaire de sa fille? J'ai essayé. Becca n'est au courant de rien. Catherine est prudente. Elle sépare vie professionnelle et vie privée. En fait, ça me complique la tâche. Un silence. Le bruit des glaçons dans un verre. Alors il faut envisager une escalade. Wilson a dit quelque chose de neutre. Accident de voiture. Nuit pluvieuse. Les routes sont glissantes à cette période de l'année. Personne ne pose de questions. J'ai appuyé sur « Stop ». Mes genoux ont flanché. Je me suis assise sur le sol froid, adossée à une armoire, et j'ai laissé le silence m'envahir. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait utilisé. Ryan ne m'avait pas rencontré par hasard. Il avait tout manigancé, chaque dîner, chaque baiser d'adieu, chaque « je t'aime » murmuré dans l'obscurité. Une surveillance constante, une vaste machination pour contrôler ma mère et l'empêcher de révéler la fraude que Pinacle dissimulait dans ses essais cliniques. Et quand ça n'a pas marché, quand elle a gardé ses secrets, ils l'ont éliminée, ont maquillé ça en accident, me laissant en deuil, vulnérable, facile à manipuler. Pendant des années, j'ai pensé à Anna tous les jeudis soirs. Un verre de vin sur le canapé. Elle m'écoutait parler de Ryan qui prenait ses distances, de ce sentiment de vide. Elle hochait la tête en disant « Tu as de la chance de l'avoir, Becca. La plupart des hommes ne sont pas aussi stables. » Sa main sur la mienne quand j'ai pleuré après les funérailles de ma mère. Du réconfort, des conseils, tout. De la collecte de données, tout était conçu pour me maintenir sous leur emprise. Aveugle, silencieuse. Je suis restée là des heures à écouter d'autres enregistrements, à lire des documents, des relevés financiers, des emails, des notes de service. La preuve que Pinacle avait manipulé les résultats des essais, dissimulé les effets secondaires, corrompu les autorités de réglementation. La preuve que ma mère avait failli tout révéler. La preuve que Chloé avait passé les 5 dernières années de sa vie à constituer ses archives, seule, ignorée, traitée de paranoïaque, parce que personne ne voulait l'écouter. À un moment donné, j'ai trouvé l'ordinateur portable branché, en charge. Un post-it sur l'écran. Pour Becca, lecture en premier. J'ai ouvert le fichier vidéo. Le visage de Chloé remplissait l'écran, plus mince que dans mon souvenir, les yeux toujours aussi perçants. Elle portait le cardigan bleu marine à boutons de bois, celui qu'elle avait depuis mon adolescence. Becca, commença-t-elle d'une voix assurée malgré le léger rauque. Si tu regardes ça, c'est que je suis partie. Et tu as trouvé ce que j'ai laissé. Je suis désolée de ne pas avoir pu te le dire de mon vivant. J'ai essayé. Tu n'étais pas prête à l'entendre. Ou peut-être que je n'ai pas eu le courage d'insister. Elle toussa une fois, se couvrant la bouche. Ta mère était ma sœur à tous les égards. Quand elle a découvert ce que faisait Pinacle, falsifier des données, commercialiser des médicaments dangereux à la hâte, elle est venue me voir. On a monté le dossier ensemble. Puis elle est morte, comme par hasard, et j'ai compris. Une autre toux. Elle s'essuya la bouche. Une légère trace rouge sur le mouchoir. J'ai passé chaque jour après ça à rassembler des documents, des enregistrements, des noms. Je savais qu'ils finiraient par me chercher. Je savais qu'ils essaieraient de te chercher aussi. Ces archives, c'est tout ce que j'ai. Utilise-les pour les démasquer ou prends l'argent que je t'ai laissé et disparais. Personne ne t'en voudra. Tu as déjà assez perdu. Elle se pencha vers la caméra. Mais je crois qu'on sait toutes les deux quel choix te permettra de dormir sur tes 2 oreilles. Un petit sourire en coin, celui qu'elle m'adressait quand elle me donnait des biscuits en cachette quand j'étais petite. Je t'aime, Becca. Ne les laisse pas gagner. L'écran devint noir. Assise dans le ronronnement du déshumidificateur, les larmes coulaient sur mes joues pour la première fois depuis le motel. Pas de sanglots bruyants, juste un flot silencieux et régulier. Le chagrin de ma mère. Le deuil de Chloé. Le deuil de celle que j'étais, qui croyait que le monde récompensait la bonté. Mais sous ce chagrin,
Quelque chose d'autre grandissait. De la lucidité, de la colère, oui. Assise dans la cuisine de Chloé, l'unique ampoule au plafond projetant de longues ombres sur la table, j'ai passé le coup de fil. Le numéro était enfoui dans un dossier. Agent Elena Reyes, bureau du FBI à Charlotte. Une simple ligne dans les notes de Chloé, digne de confiance, persévérante, à l'écoute quand les autres ne le font pas. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix sèche mais alerte. Reyes, ai-je murmuré. Je m'appelle Rebecca Aron. Ma tante Chloé m'a tout légué. Des enregistrements, des documents, des preuves concernant Pinacle Biosciences, la mort de ma mère, ce qu'ils ont fait pour la faire taire. Un silence s'installa. Puis son ton changea, plus sec, plus déterminé. Où es-tu? Asheville. Chez Chloé. Les archives sont dans la remise au fond du jardin. Sous terre. Ne bouge pas. Ne touche à rien d'autre. J'arrive. Dans 2 heures, peut-être moins. Elle raccrocha. Je passais ces heures assise sur les marches du perron, enveloppée dans une vieille couverture en laine de Chloé que j'avais trouvée à l'intérieur. La nuit était froide, l'air de la montagne glaciale transperçant le tissu. Je voyais les phares balayer la route de crête de temps à autre, m'attendant presque à voir arriver quelqu'un d'autre avant moi. Quelqu'un de Pinacle, quelqu'un qui nous observait. Personne ne vint. Elena arriva juste avant minuit. Un SUV sombre, sans gyrophare ni sirène. Elle sortit seule, la quarantaine, les cheveux noirs tirés en arrière, un blazer sur un jean, son badge accroché à la ceinture. Elle me regarda longuement, m'évaluant, puis hocha la tête une fois. « Montrez-moi. » Je l'ai guidée à travers la cour, puis je l'ai fait descendre l'échelle. Quand les LED se sont allumés et qu'elle a vu les armoires, les cassettes, les photos punaisées comme une carte de la trahison, son expression a changé. Non pas de surprise, mais de reconnaissance, comme si elle attendait que cette porte s'ouvre. Elle a enfilé des gants avant de toucher quoi que ce soit. Elle a feuilleté des dossiers, écouté 30 secondes de l'enregistrement de Ryan Victor. Sa mâchoire s'est crispée. « Votre tante était méticuleuse », a-t-elle dit doucement. « C'est un complot de grande envergure pour commettre un meurtre. Une fraude massive. Si la chaîne de possession est tenue, cela pourrait les faire tomber. » Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. « Vous êtes sûr de vouloir me donner ça? Une fois que ce sera lancé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils joueront salement. Ils l'ont déjà fait. » J'ai croisé son regard. J'en ai assez d'être celle qu'on efface. Elle a hoché la tête. Alors au travail. Les mois qui ont suivi ont été longs et interminables. Elena m'a installée dans un petit appartement meublé à Charlotte. Rien de luxueux, des planchers qui grinçaient, des fenêtres qui vibraient au passage des camions. Je vivais simplement. L'argent de la valise couvrait le loyer et les courses. Le reste restait intact. Je n'ai pas touché aux gros comptes ouverts par Chloé avant qu'Elena ne confirme qu'ils étaient propres, intraçables et structurés pour me protéger. L'enquête s'est construite par étapes. Assignation à comparaître, entretien avec d'anciens employés de Pinacle licenciés pour avoir posé des questions, comptes gelés, écoute téléphonique. J'ai rencontré les procureurs dans des pièces sans fenêtre. J'ai répondu à leurs questions sur l'emploi du temps de Ryan et ses visites. Les dernières conversations de ma mère. Chaque détail dont je me souvenais me paraissait insignifiant à l'époque. Maintenant, chacun prenait sa place comme une preuve. J'ai beaucoup attendu. L'attente était le plus dur. De longues périodes où rien ne semblait bouger. Où le doute s'insinuait à 3 heures du matin et murmurait que Chloé s'était peut-être trompée. Que je poursuivais peut-être des chimères. Je m'asseyais par terre dans l'appartement, entouré de vieilles photos de ma mère et de Chloé, et je caressais leur visage du bout des doigts, me rappelant pourquoi le silence n'était plus une option. Puis les choses se sont accélérées. Un mardi matin, au début du printemps, des agents fédéraux ont perquisitionné le siège de Pinacle, près de Raleigh.
Des hélicoptères de presse tournaient autour du bâtiment vitré, tandis que les agents emportaient des cartons. Victor Wilson a été arrêté chez lui. Menottes, pas un mot, juste une marche silencieuse sous les flashs des appareils photo. Ryan a été le suivant. Ils l'ont emmené dans le hall du cabinet de conseil qu'il avait rejoint après notre divorce. J'ai regardé la vidéo sur mon ordinateur portable, je me suis attardé sur son visage, impassible, mais une lueur a traversé son regard. De la reconnaissance, peut-être de la peur. Il paraissait plus vieux, plus petit. Anna a été arrêtée 2 jours plus tard à Charleston, où elle avait déménagé. Elle a pleuré devant la caméra. Son avocat a publié un communiqué affirmant qu'elle avait été manipulée, utilisée, victime des circonstances. Je l'ai lu une fois et j'ai fermé l'onglet. J'avais entendu sa voix sur les enregistrements. Calme, calculatrice, elle rapportait mes humeurs, mes questions, mon chagrin. Elle n'avait pas été contrainte. Elle avait choisi. Le juge, Arlon Whitaker, fut inculpé quelques semaines plus tard. Corruption, preuve remontant jusqu'à Pinnacle grâce à des comptes écrans. Mon divorce fut annulé en 15 minutes par un nouveau juge. Le mariage était entaché de fraude depuis le début. Une lettre officielle arriva peu après. Des excuses sur papier à en tête du tribunal. Des regrets pour une procédure compromise par la corruption. Je la classais sans la relire. J'assistais au procès de Ryan tous les jours, au dernier rang, en silence. J'écoutais les enregistrements diffusés en audience publique, sa voix parlant de ma mère comme d'un problème à résoudre. Je vis les visages des jurés se transformer. Je le vis me regarder une fois, l'expression indéchiffrable. Je soutins son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Coupable. Complot en vue de commettre un meurtre. Escroquerie, racket, 15 ans. Victor Wilson écopa de 23 ans. Anna plaida coupable. 8 ans de témoignages contre d'autres. Elle envoya une lettre de prison. Des excuses. Des regrets. Elle affirmait avoir fini par s'attacher à elle malgré sa tâche. Je l'ai lu dans la cuisine en buvant mon café, j'ai ressenti cette vieille douleur, puis je l'ai pliée et rangée dans un tiroir avec le reste des preuves. Certaines choses ne s'effacent pas avec le temps. Le procès civil contre Pinnacle s'est réglé 2 ans plus tard. Des milliards pour les victimes. Un contrôle obligatoire. Des enquêtes indépendantes. La succession de ma mère a reçu une indemnisation pour mort injustifiée. Je n'ai jamais touché cet argent. Au lieu de cela, j'ai utilisé une partie du fonds de Chloé pour lancer quelque chose de concret. Chloé S-Watch, une petite association à but non lucratif. Nous finançons les lanceurs d'alerte, soutenons les enquêteurs, publions des rapports qui mettent mal à l'aise les dirigeants des biotechnologies. C'est un travail discret, fait de réunions, de subventions et de longues nuits à examiner des documents. Mais chaque fois qu'une nouvelle affaire s'ouvre, chaque fois que quelqu'un trouve le courage de parler, je les sens toutes les deux. Ma mère et Chloé qui approuvent d'un signe de tête. Je garde encore le reçu de Pinview dans mon portefeuille. Un rappel que toucher le fond n'est pas la fin. C'est juste le point de départ, l'endroit où l'on cesse de tomber et où l'on commence à remonter. Parfois, la justice est lente et bureaucratique. Parfois, elle arrive en menottes et à la une des journaux. Mais le véritable tournant, celui qui compte, c'est le moment où l'on décide de ne plus être la personne qu'ils ont essayé de briser. Ce moment est arrivé pour moi dans une cabane poussiéreuse près d'Asheville, en écoutant la voix d'une femme décédée me dire que j'étais plus forte qu'il ne l'avait jamais cru. Elle avait raison. Je vis toujours dans ce même petit appartement de Charlotte. Le parquet qui craque sous mes pas. Les fenêtres qui laissent filtrer la lumière du matin à travers de fins croisillons. Rien d'ostentatoire. Rien qui annonce la richesse ou la victoire. Juste un endroit où je peux m'asseoir à la table de la cuisine avec mon café et mes dossiers, et respirer sans me sentir observé. La surveillance de Chloé se fait dans un appartement loué à 2 rues de là. 3 pièces, au 2e étage, au-dessus d'une librairie qui sent le vieux papier et l'encre fraîche. Nous sommes une petite équipe, 2 enquêteurs, un avocat qui travaille bénévolement la moitié du temps, une rédactrice de demande de subvention à temps partiel, et moi. Nous n'avons pas de brochures clinquantes ni de galas fastueux. Nous avons des bases de données, des lignes d'assistance téléphonique pour les lanceurs d'alerte et des relations avec des journalistes qui croient encore aux notes de bas de page.
Nous avons aidé 3 anciens employés de Pinacle à déposer des divulgations protégées. Nous avons publié 2 rapports qui ont contraint des dirigeants du secteur à annuler des conférences. De petites victoires, de celles qui s'accumulent. Chaque matin, je passe devant le même café où je retrouvais Anna pour des discussions rapides. Je n'y entre plus. Je ne l'évite pas non plus. Je continue simplement mon chemin, ma tasse à la main, laissant le souvenir m'accompagner comme une vieille cicatrice, présente, mais qui ne saigne plus. Ryan purge sa peine dans un pénitencier fédéral au nord de l'État. Je ne suis pas l'actualité le concernant. Je n'en ai pas besoin. La dernière fois que j'ai vu son visage, c'était dans cette salle d'audience, au moment du verdict, lorsqu'il m'a regardé par-dessus les bancs. Ni colère, ni remords, juste une sorte de reconnaissance stupéfaite, comme s'il me voyait enfin pour la première fois. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas souri. J'ai simplement soutenu son regard jusqu'à ce qu'il baisse les yeux. C'était suffisant. La lettre d'Anna repose dans le tiroir du bas de mon bureau, sans réponse. Je ne la hais pas. Plus maintenant. La haine est énergivore. Je préfère dépenser mon énergie ailleurs. Mais le pardon n'est pas une dette que je lui dois. Certains ponts disparaissent complètement. D'autres couvant pendant des années. Celui-ci n'est plus que cendre. L'argent du fonds de Chloé suffit. Pas de quoi vivre confortablement, mais assez pour vivre sans craindre les avis d'expulsion ou un réfrigérateur vide. Assez pour financer la fondation sans toucher au capital. Assez pour embaucher des experts quand on en a besoin. Assez pour tenir le coup quand les journées paraissent interminables. Je garde le reçu de Pinview dans mon portefeuille, glissé derrière mon permis de conduire. Encre délavée, chambre neuve. Une semaine payée d'avance. Parfois, je le sors en faisant la queue au supermarché ou en attendant mon café, et je laisse le souvenir s'installer. Le lit affaissé, les nouilles instantanées, le moment où j'ai glissé ma main sous le sommier et trouvé quelque chose de plus lourd que le désespoir. Ce reçu me rappelle une vérité que je ne comprenais pas à l'époque. Quand on est dépouillé de tout, le mari, l'ami, le travail, la maison, l'illusion de sécurité, ce qui reste, ce n'est pas le vide, c'est le choix. La capacité brute et sans filtre de décider qui l'on devient, loin des regards. Ma mère n'a jamais eu cette chance, parce que documenter ce qui s'est passé, c'est tout le contraire de le laisser disparaître. Je ne suis plus la femme figée sur le seuil de sa chambre. Je ne suis plus celle qui croyait que suivre les règles la protégerait. Je suis plus discrète maintenant, plus prudente avec la confiance, moins effrayée par le jugement d'autrui. Il m'arrive encore, tard le soir, quand la ville s'apaise et que le vieux chagrin refait surface, de regretter la simplicité de la vie que je croyais avoir. Mais ces moments passent. Ils ne me définissent plus. What define me is the work, the qui est persistence, the refusal to let corrupt people rewrite a story. Sometime justice look like headline and encuf. Sometime it look like a non-profit with mismatched office share and a mission statement taped to the wall. Either way, it's proof that one person refusing to stay silent can shift the ground beneath empire built on lies. I think about Chloé often. The way she smiled in that video. Tired but certain. I think about my mother, her log, her steadying, the way she say. We figure out together, kid. I carry them both now, not awaked, but a compass. If you're listening to this because something in your own life is cracked, because someone you trusted turned out to be a performance because the rule failed you because you're sitting in a room that doesn't feel like home anymore, know this. The crack isn't the end. It's where the light shines. And once you see it, you can't unsee it. You can run or you can turn toward it and start walking. I chose to walk and I'm still walking. Thank you for walking this path with me. Every story remains us that strength of ten it behind heartbreak. If this one touched you, stay with us where every story reveals another truth of the human heart.